Bienvenue dans cette session live de la une, le rendez-vous qui met en lumière les sujets d'actualité de chaque spécialité médicale à travers des formats assez courts et experts qui célèbrent les journées mondiales de la santé. Pour en savoir plus, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir toutes les actualités. Notre focus cette fois-ci va porter sur le cancer du col de l'utérus à l'occasion du mois juin vert, mois qui est dédié à la sensibilisation et la prévention du cancer du col de l'utérus. Donc, ravie d'introduire cette session autour de cette thématique aujourd'hui, qui s'articulera donc en 2 temps avec nos invités en se basant sur des articles EMC qui sont disponibles sur nos plateformes Clinical Key et Clinical Key. On commencera donc par le dépistage du cancer du col de l'utérus, pris de l'EMC à Cos Médecine Générale avec professeur Canlorbe, qui, pour rappel, une petite présentation, vous êtes PUPH au service de chirurgie et oncologie gynécologique et mammaire de la Pitié-Salpêtrière à la Sorbonne Université. Vous êtes également vice-président de la Société française de coloscopie et de pathologie cervico-vaginale. Colposcopie, pardon. Excusez-moi. Et du coup, en deuxième temps, on enchaînera avec professeur Henri Azaïs sur le traitement des cancers du col utérin de stade précoce, prix de l'EMC gynécologie. Donc, professeur Azaïs, vous êtes aussi PUPH au service de chirurgie cancérologique, gynécologique et du sein de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et également l'université Paris-Cité. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. On enchaînera par la suite, bien sûr, par une session questions et réponses. Et du coup, je vais vous laisser la parole maintenant pour commencer votre présentation. Hop, voilà. Donc, on commence par professeur Canlorbe. Et je rappellerai juste à nos chers auditeurs et auditrices que vous avez la possibilité donc de vous poser vos questions dans la box Q&A. On essaiera de répondre au maximum de questions en fin de session avec nos invités. Merci beaucoup et bonne session à tous. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour cette introduction. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. A priori, c'est bon. Oui. Donc, comme c'est annoncé, donc voilà, je m'appelle Geoffroy Canlorbe et je suis gynécologue et je travaille à la Pitié-Salpêtrière et particulièrement impliqué dans la prise en charge de ces patientes via notamment la SFCPCV, qui est la Société française de colposcopie. Donc là, je vais faire le topo, moi, sur le dépistage du cancer du col, avant que Henri continue sur la prise en charge du cancer du col. Alors, je rappelle très brièvement que c'est un vrai problème de santé publique mondial et français. Le cancer du col, c'est le 4e cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez la femme, plus de 500 000 cas par an. 4e cause de décès par cancer chez la femme, plus de 250 000 par an. Quand on regarde aux États-Unis, c'est la 2e cause de mort par cancer chez la femme entre 20 et 40 ans. Voilà. Et en France, il y a un peu plus de 3000 femmes qui sont atteintes chaque année et 1100 décès par an. Voilà, donc c'est un vrai problème. C'est lié au papillomavirus, on va revenir dessus tout à l'heure, mais bien sûr, l'HPV, lui, n'est pas responsable que du cancer du col, il entraîne aussi d'autres cancers. Et chez la femme, vous avez donc le cancer du col de l'utérus, vous avez aussi le cancer de la vulve, le cancer de l'anus, plus de 1000 par an, cancer de l'anus chez la femme. Et puis chez l'homme, vous avez aussi le cancer du pénis et le cancer de l'anus. Et chez les deux, il y a les cancers de la sphère ORL. Voilà. Donc le papillomavirus, c'est pas que le col, c'est vraiment plusieurs organes. Et aussi, vous avez les verrues anogénitales qui sont ces lésions très gênantes et disgracieuses, mais qui n'évoluent pas vers un cancer. Mais il y a quand même, chaque année, 100 000 personnes, hommes et femmes, qui sont traitées pour ça par an en France. Alors, l'HPV, quand on en parle, il faut voir que c'est un petit virus qui fait 5 nanomètres. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de lui, il y a un ADN bicaténaire, donc une double brin d'ADN. Et c'est important de le savoir, parce que vous savez qu'il y a des virus à ADN et d'autres à ARN. Et donc lui, c'est un virus à ADN, et donc c'est l'ADN que fréquemment on va aller rechercher quand on va faire des tests HPV pour voir si le virus est là. Il n'y a pas qu'un seul HPV. En fait, il y en a quasiment 200 génotypes qui sont classés en fait selon la séquence de nucléotides qui code la protéine majeure de la capside qui s'appelle L1. L, ça veut dire late, ça veut dire qu'en fait elle est produite tardivement dans le cycle en fait du virus. Parmi les 200 génotypes qui existent, il y en a un peu plus d'une centaine qui peuvent affecter l'homme et la femme, et une quarantaine qui vont avoir un tropisme génital, et qui sont classés par l'OMS depuis déjà pas mal d'années en des oncogènes, probablement oncogènes ou non classables comme oncogènes.
Et parmi les oncogènes, eh bien, en fait, il y a le 16 et le 18 que l'on connaît bien, puis aussi ceux-là que je ne vais pas vous nommer. Et parmi ceux qui ne sont pas classables comme oncogènes, vous avez le 6 et le 11 qui, eux, donnent les virus. Alors, l'HPV, ça c'est une diapositive qui montre que l'HPV, on en retrouve depuis longtemps, et ça c'est une publication qui a été faite à partir de recherches sur Marie d'Aragon, qui vivait donc en 1503-1568, et chez qui on a retrouvé de l'HPV 18. Et ça c'est pour montrer que l'HPV, en fait, ça fait depuis longtemps que l'humanité vit avec, et qu'on en trouve chez tout le monde, même chez les princesses. Alors, effectivement, j'ai ça pour introduire cette diapo suivante qui montre que, en fait, en gros, tout le monde va avoir de l'HPV à partir du moment où on a des rapports sexuels. Ça vous montre que depuis l'âge des premiers rapports sexuels, eh bien, vous voyez, en années, enfin en mois qui passent, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien, en fait, dans les premières années qui suivent les premiers rapports sexuels, eh bien, en fait, quasiment 50% des gens vont avoir des rapports sexuels. Et il faut savoir que au cours de la vie, 80% des personnes, hommes et femmes, vont être au contact avec l'HPV. Cet HPV, on va l'attraper, et puis donc on va l'attraper dans les premières années, vers la vingtaine qui suit les premiers rapports, en moyenne bien sûr. Et puis il va y avoir une élimination, une clairance de cet HPV qui va se faire petit à petit. Vous regardez la courbe noire qui est les high risk, ceux qui nous inquiètent le plus parce qu'ils peuvent donner des lésions précancéreuses et cancéreuses. Et en fait, le corps va arriver à éteindre, écraser ce virus pour ne plus qu'on le détecte. Et il va y avoir un petit pic de réascension du point de vue épidémiologique vers la cinquantaine. Et en fait, ce petit pic de réascension, c'est important à comprendre, c'est en fait lié à une réactivation du virus par une baisse de l'immunité en rapport avec la phase périménopause. Et donc, ces petites réascensions, dans quasiment 90% des cas, 87%, c'est lié à une réactivation d'un HPV qui était latent, mais qu'on ne détectait pas. Et puis, dans quelques cas, eh bien sûr, il peut y avoir une réinfection par un nouvel HPV, par un nouveau rapport sexuel. Voilà, mais dans l'immense majorité des cas, c'est par des réactivations. Et ça, c'est pour montrer que ce n'est pas parce qu'on a un test HPV négatif et qu'on n'a plus de rapport qu'il ne faut pas continuer à faire des tests de dépistage parce qu'il peut y avoir une réactivation d'un HPV qui était latent. Là, ce graphique s'arrête vers 60 ans, mais si jamais on continue un petit peu au-delà vers une étude qui avait été publiée en 2024, qui montre la prévalence de l'HPV en fait en fonction de l'âge, eh bien, vous voyez qu'on a à peu près 5, 6, 7% en fonction des âges. Et si jamais on regarde l'Europe en particulier, eh bien, vous voyez que le taux de portage d'HPV, il se stabilise vers 5-6% avant de remonter avec l'âge un petit peu, lié à la baisse d'immunité qui fait que l'HPV peut réascensionner un petit peu. Voilà. Donc l'HPV, en fait, on est très au contact au début, il est là, on arrive à s'en débarrasser avec l'âge, et puis il va réascensionner un petit peu à la ménopause, rediminuer, et puis rester à un stade latent vers 5-6%. Attention, il n'y a pas que les femmes qui portent l'HPV, il y a aussi les hommes. Et quand on regarde ici le portage de l'HPV, en bleu, c'est turquoise, c'est tous les HPV, et en vert, c'est l'HPV 16, et en mauve, c'est les HPV au risque. Eh bien, vous voyez qu'en Europe, il y a à peu près 20-25% des hommes qui sont porteurs de l'HPV, quel que soit l'âge. Et oui, donc les hommes, en fait, on détecte plus l'HPV chez eux que chez les femmes. Le préservatif protège imparfaitement, et c'est juste, bon, ça il faut pouvoir le dire à nos patientes et puis à nos patients, que vous voyez, quand entre utiliser 100%, entre 50 et 99% des rapports, ou moins de 50%, ou moins de 5% de préservatif, eh bien en fait, vous voyez que même quand on utilise à 100% le préservatif pour tous les rapports sexuels, eh bien en fait, on ne va pas diminuer d'un facteur 100%, on reste à 0,4 le risque de contamination, parce qu'en fait, le HPV, on se le contamine par les contacts cutaneo-muqueux. On sait, depuis les travaux du docteur Harald Surhausen, qui a eu le prix Nobel en 2000 pour ça, que l'HPV vraiment va être responsable via une action de ces protéines E6 et E7 qui sont des oncoprotéines qui vont agir avec les protéines P53 et protéines du rétinoblastome. Ça va entraîner une instabilité génétique et, potentialisé plus ou moins par des troubles immunitaires, des effets mutagènes, aboutir à la cellule précancéreuse et cancéreuse. Voilà. Donc l'HPV, vraiment, est la clé de voûte en fait du développement de la lésion précancéreuse et cancéreuse. Et quand on regarde la prévalence de l'HPV d'une façon générale dans les lésions précancéreuses au niveau du col, au niveau de la vulve, au niveau du vagin, au niveau de l'anus, au niveau du pénis, et en fait, on se rend compte que la présence de l'HPV est très importante et qu'on retrouve cette prévalence de l'HPV aussi dans ces lésions qui découlent de celle-ci et qui sont les lésions cancéreuses, que ce soit au niveau génital et oropharynx. Quand on regarde la part attribuable à quel type d'HPV, on se rend compte que c'est surtout le 16 et le 18 qui sont responsables des lésions précancéreuses, et le 6 et le 11 des condylomes. Et si jamais on élargit le spectre des HPV responsables, eh bien en fait on voit que si on considère le 6-11 pour les condylomes, le 16-18, 31, 33, 45, 52, 58 pour les autres, eh bien en fait ça couvre plus de 80-90% des HPV qui sont responsables de ces lésions. Si je vous dis ça, c'est pas pour juste balancer des noms d'HPV, des nombres comme ça, c'est juste pour faire remarquer que ces HPV
qui sont responsables de ces lésions, eh bien, c'est ceux qui ont été incorporés dans les différents vaccins qui ont été mis à disposition dans le marché. D'abord, il y a eu le Cervarix, qui est un vaccin bivalent qui protégeait contre la HPV 16 et 18. Puis, vous avez le Gardasil quadrivalent qui protégeait également contre 16 et 18, mais aussi contre le 6 et le 11. Et maintenant, vous avez le Gardasil non-avalent qui protège contre les HPV dont je vous ai parlé à l'instant, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, et également le 6 et le 11. Le vaccin, maintenant, il n'y a plus à débattre. On sait qu'il est efficace, on sait qu'il marche, on sait qu'il faut vacciner. On en a pour preuve ce qui se passe dans plein de pays dans le monde, et pas complètement en France malheureusement, plein de pays dans le monde qui peuvent être l'Angleterre, l'Australie, la Suède, plein de pays qui vaccinent plus de 80% de leur population depuis de nombreuses années. L'exemple de cette publication qui a été faite dans le Lancet en 2021, ils ont repris en cohorte tout en fait leur population, sachant qu'il y a une campagne de vaccination qui existe depuis 2008. Et chez eux, il y a un taux de couverture de plus de 80% de jeunes filles de 12 à 13 ans ou un rattrapage de 14 ans à 18 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit en 2021, quelques années après cette mise en place depuis 2008? Eh bien, on voit que le vaccin permet une réduction des lésions précancéreuses du col de l'utérus de 97% si la vaccination a été faite entre 12 et 13 ans, de 75%, c'est un peu moins si on a fait entre 14 et 16 ans, ou de 39% si on est vacciné entre 16 et 18 ans. Plus on vaccine tôt, 12-13 ans, plus ça marche. Et en gros, eux, ils ont permis d'éviter 17 000, un peu plus de 17 000 lésions précancéreuses grâce à cette vaccination. Si jamais on regarde la prévention des lésions cancéreuses, finalement, c'est ça qui est quand même le plus important, eh bien, en fait, on voit pareil que si on vaccine entre 12 et 13 ans, vous allez avoir 87% de diminution des risques de cancer du col. C'est énorme, 87%. Si on vaccine entre 14 et 16 ans, ça va plutôt être à 62%. Et si on vaccine entre 16 et 18 ans, ça va être à 34%. Voilà, encore une fois, plus on vaccine tôt, le message est de vacciner tôt pour faire disparaître ces lésions précancéreuses et cancéreuses. Et eux, ce qui leur a permis, c'est d'éviter quasiment 450 cancers du col. Il n'y a pas que les Anglais, tous ceux qui évaluent l'effet du vaccin dans leur population retrouvent les mêmes résultats. Ici, c'est la Suède. Ils ont suivi 1,7 million de patients qui ont été suivis entre 2006 et 2017. Quand la vaccination a été faite avant 17 ans, eh bien, on diminue de quasiment 90%, c'est 88% le risque de cancer. Quand c'est fait après 17 ans, moins 53%. Vous avez ici les courbes qui le montrent. En vert, c'est les patientes qui ont été vaccinées avant 17 ans. Vous voyez qu'on fait quasiment disparaître le risque de cancer du col. En bleu, c'est quand elles ont été vaccinées un petit peu plus tard, entre 17 ans et 30 ans. Et là, c'est quand elles n'ont pas été vaccinées. Donc, quid de l'efficacité du vaccin? C'est sûr, il n'y a plus à débattre. Ça marche, ça prévient le risque de cancer du col de l'utérus et aussi d'autres cancers HPV induits, bien sûr. Est-ce que c'est dangereux? La réponse est non. Il y a plein de pays qui ont montré et démontré qu'il n'y avait pas d'effets secondaires graves dans le vaccin. Une étude suédoise, une étude de cohorte, quasiment 1 million de filles de 10 à 17 ans qui ont été suivies 6 mois après les doses, entre 2006 et 2010, et on regarde que dans les 6 mois, il n'y a pas de surrisque de maladies auto-immunes, endocrinologiques, dermato, et les quelques cas où en fait il a pu y avoir un petit surrisque, et bien en fait ça a été infirmé par les études spécifiques qui se sont concentrées sur ces effets secondaires-là. Une autre étude de cohorte, cette fois-ci sur quasiment 4 millions de patientes, suivies pendant 2 ans, donc on n'est plus à 6 mois, là on est pendant 2 ans, toujours en Suède. Et bien en fait, ils ont voulu regarder un petit peu les risques de sclérose en plaques, de maladies démyélinisantes. Et bien non plus, pas de surrisque, vous voyez, l'intervalle de confiance passe par 1, il n'y a pas de surrisque de ces maladies. Si jamais on regarde ce qui a été fait pour le centre de Guillain-Barré en Angleterre, et bien on regarde également, ils n'ont pas vu de surrisque de maladie de Guillain-Barré chez ces patientes. Et enfin, une étude australienne, 11 ans de suivi, 9 millions de doses de vaccins quadrivalents. Et là, ce qu'ils voient, c'est que certes, il peut y avoir des effets secondaires chez les femmes et les garçons, mais plutôt à des types de réactions inflammatoires, douleurs au point de piqûre, malaise aussi, effectivement. Les garçons, vous voyez, sont un petit peu plus sensibles que les filles. Quand on leur met une aiguille dans le bras, ben, en fait, ils font un petit peu plus de malaise vagal. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Mais ce n'est pas lié au vaccin en soi, hein, c'est lié en fait, au fait de vacciner, de mettre une aiguille dans un bras. Mais si jamais on regarde les maladies auto-immunes, enfin voilà, tout ça, il n'y a pas de surrisque qui a été mis en évidence avec 11 ans de suivi. Et enfin, une étude danoise qui a essayé de rechercher des symptômes un petit peu plus atypiques de fatigue chronique, de douleurs chroniques, voilà, qui n'ont également, eux, pas mis en évidence de surrisque sur plus d'1 million de femmes entre 10 et 44 ans et suivies entre 2007 et 2016. Voilà. Donc, en gros, le vaccin, il est clairement démontré que maintenant c'est efficace. C'est grâce à ça qu'on va faire disparaître le cancer du col de l'utérus et que dans quelques années, il n'y aura plus besoin de faire ces webinaires et qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave.
Alors, quelle est la couverture vaccinale en Europe? Eh bien, en fait, on voit qu'il y a quand même pas mal de pays qui sont cités ici, qui entre 2018 et 2019 avaient plus de 70% de couverture vaccinale. On ne voit pas la France, parce que la France était 28e sur 31, très mauvais, juste devant le Kazakhstan, l'Arménie et la Bulgarie. Mais on n'était pas dernier, il faut les remercier. Depuis 2018-2019, on s'est un petit peu amélioré. Donc là, je vous ai mis les derniers chiffres qui viennent d'être publiés en décembre dernier sur en fait la couverture vaccinale. Et on voit que ça y est, on arrive à dépasser péniblement, mais ça y est, plus de 50% de nos jeunes filles qui ont eu 2 doses à 16 ans. Voilà. Donc on a réussi enfin à dépasser les 50%, mais si on veut faire disparaître le cancer du col, il faudra vacciner au moins 70 à 80% de notre population. Chez les garçons, eh bien en fait, vous voyez que les résultats s'améliorent, mais ne sont pas encore parfaits. Et vous voyez qu'en 2025, il y avait eu 32%, un tiers des garçons qui avaient eu 2 doses à 16 ans. Voilà. Donc il faut continuer, et notamment la vaccination au collège permet d'améliorer les choses. Alors comme en fait finalement tout le monde n'est pas vacciné, loin de là en France, il faut continuer à faire le dépistage. Un jour on pourra arrêter, pour l'instant il faut continuer. Comment? Est-ce qu'on doit faire de la cytologie? Est-ce qu'on doit faire du test HPV au risque? Est-ce qu'on va juste le 16 et le 18? Est-ce qu'il faut faire de la double détection, ce qu'on appelle le co-testing? Est-ce qu'il faut faire des immunomarquages particuliers? Et surtout, à quelle fréquence il faut le faire? Alors, les choses sont assez claires. Une méta-analyse assez ancienne qui avait été publiée en 2012 qui regardait le risque d'avoir une lésion de haut grade malgré un test négatif, soit une cytologie, soit un test HPV. Et ce qui a clairement été démontré, c'est que c'est le test HPV. Quand un test HPV est négatif, on est bien plus certain qu'il n'y aura pas de maladie qui va apparaître dans les années qui suivent en fait le test. Et cette courbe publiée en 2014 le montre très clairement. Là, ce sont des patientes au T0 qui ont eu soit un test HPV, soit une cytologie négative. Et on a regardé dans le temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, le risque de voir apparaître une lésion de haut grade. Et ce qu'on voit, c'est que ici, c'est les patientes qui avaient une cytologie négative. Et bien, en fait, quand les patientes ont une cytologie négative, va commencer à apparaître au bout de 3 ans des lésions précancéreuses, alors que quand c'était un test HPV négatif, eh bien, en fait, il y a beaucoup moins de risques, quasiment pendant 5 ans. Donc, ça veut dire qu'avoir un test HPV négatif, on est certain de ne pas avoir l'apparition d'une lésion de haut grade dans les 5 ans. En revanche, la cytologie ayant une moins bonne sensibilité, en fait, les lésions peuvent apparaître un petit peu plus tôt. Donc, c'est pour ça que le test HPV est le plus important. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire les deux en même temps? Ça fait un co-testing, de demander au laboratoire de me dire, allez, fais-moi à la fois le test HPV et la cytologie. La réponse est non. On le sait depuis longtemps. Cette diapositive, elle le montre plutôt bien du point de vue graphique, c'est pour ça que je vous l'ai mise. Là, c'est le risque d'avoir une lésion qui apparaisse quand on a un test HPV négatif. Vous voyez, quand on a une cytologie négative, ça apparaît au bout de 3 ans, ce que je montrais tout à l'heure. En revanche, quand la courbe du co-testing se superpose à la courbe du test HPV, il est donc inutile de faire un co-testing. Faire un co-testing n'améliorera pas la qualité de la prise en charge et l'élimination des patientes à risque. Ça va juste entraîner de l'anxiété, du coup, pour des patientes qui auraient peut-être des cytologies de bas grade qui seraient positives, à qui on va faire des examens inutiles. Donc, c'est pour ça que le dépistage va se baser sur un prélèvement cervical. On va frotter le col sous spéculum avec une petite brossette qu'on va mettre dans un milieu à ce niveau-là. Et le laboratoire, quand il va récupérer ça, va faire au choix un frottis ou un test HPV. La cytologie va donner une lésion, en fait, l'analyse des cellules. Entre 25 ans et 30 ans, on va faire la cytologie. Pourquoi est-ce qu'on fait la cytologie entre 25 ans et 30 ans? C'est parce que, comme je vous ai montré sur les courbes, entre 25 ans et 30 ans, il y a énormément de gens qui ont encore de l'HPV parce qu'ils ont eu des rapports sexuels les premiers il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, le test HPV est positif, ça va pas trier les patientes. Donc, entre 25 ans et 30 ans, on fait la cytologie. On en fait une à 25 ans, une autre à 26 ans, parce que c'est une mauvaise sensibilité. Et puis, on va la faire tous les 3 ans jusqu'à 30 ans. Et à partir de 30 ans, si jamais on fait un prélèvement, ça sera le test HPV. À partir de 30 ans, comment ça se passe? On fait donc le test HPV au risque. Si le test HPV au risque est négatif, vous avez bien vu, il est inutile de le recontrôler avant 5 ans. Si jamais il est positif, attention, c'est peut-être juste une patiente qui a eu un HPV il n'y a pas longtemps, qui n'a pas encore éliminé, ça ne veut pas du tout dire qu'elle a une lésion précancéreuse. On va donc faire une cytologie réflexe sur le même pot, et bien sur le même pot, le laboratoire va rechercher si jamais il y a des cellules anormales. Et si jamais il y a des cellules anormales, et bien dans ce cas-là, on va adresser la patiente en colposcopie. La colposcopie, c'est quoi? C'est un examen qu'on fait en consultation avec une loupe binoculaire qui est ici, un examen au spéculum, et on va aller regarder le col de l'utérus avec de l'application d'acide acétique, du Lugol. Là, c'est normal, et on va regarder si jamais il va y avoir des anomalies de coloration. Ça blanchit un petit peu l'acide acétique et ça jaunit avec le Lugol. Si jamais il y a une anomalie, eh bien, on fera une biopsie, et c'est la biopsie qui va nous permettre de faire la preuve histologique de la lésion précancéreuse. Voilà la colposcopie. Si jamais le résultat était négatif, ça veut dire que la patiente n'a pas de cellules anormales, et bien dans ce cas-là, elle a juste un test HPV positif, entre guillemets, on va le contrôler 1 an plus tard.
Et si 1 an plus tard, le résultat est négatif, c'est bien, on s'arrête. La patiente a eu de l'HPV, entre guillemets, comme tout le monde, elle l'a éliminé, et bien voilà, on repart dans le dépistage habituel tous les 5 ans. Si jamais la patiente a toujours un test HPV positif 1 an plus tard, là, elle est dans un groupe à risque, parce que l'HPV y persiste, elle a plus de 30 ans, il faut faire d'emblée la colposcopie et ne pas passer par la cytologie réflexe qu'on avait demandé ici la première fois. Ça va nous amener à, je vais passer rapidement en gros, mais ça va faire passer notre taux de colposcopie de 3% à environ quasiment 8%. Ça va doubler notre taux de colposcopie, ces recommandations. Et c'est pour ça qu'il est important que nous, gynécologues, nous formions à cet examen. Où est-ce qu'on en est de l'efficacité de ce dépistage? Les recommandations européennes, c'est d'avoir au moins 70% de notre population cible qui soit dépistée. Et quand on regarde en 2024, on avait à peine 60,9, 61% de dépistage. Vous voyez, avec une certaine hétérogénéité en France sur les départements. Et quand on regarde un petit peu les chiffres de dépistage, on voit que le meilleur, finalement, c'est la Bretagne, avec quasiment 70%, mais on est en dessous de 70%. Voilà. Donc, globalement, toutes les régions sont en dessous des 70%, donc il y a encore du travail à faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer ce dépistage? Alors, la réponse est oui, avec l'autoprélèvement. Il y a eu des recommandations de l'HAS et de l'INCAR qui datent de 2019 et 2022 qui disent que l'autoprélèvement peut être proposé aux femmes à partir de 30 ans chez celles qui sont insuffisamment ou non dépistées. Il y a beaucoup de littérature. Quand on regarde test HPV, dépistage, autoprélèvement sur PubMed, vous voyez, des essais randomisés, il y en a eu quasiment une centaine. Des bêtes analyses, il y en a eu quasiment 17 récemment. Voilà, donc beaucoup de choses. Globalement, je ne vais pas vous citer tous les essais qu'il y a eu, mais celui-là a été intéressant. 500 femmes de 25 à 65 ans aux États-Unis qui ont un double prélèvement par le médecin et elle-même la patiente avec ce petit dispositif-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un taux de concordance entre le prélèvement que se fait la patiente et celui qu'a fait le médecin de quasiment 96% pour les HPV 16 ou 18 et aussi pour tous les autres risques. Et il y a donc en fait une sensibilité, vous voyez, identique pour détecter les lésions de CIN2+, ou CIN3+, que l'on fasse par l'autoprélèvement ou qu'on le fasse par le prélèvement par le médecin. Donc l'autoprélèvement, ça fait aussi bien que le prélèvement par le médecin pour rechercher les lésions précancéreuses via le test HPV. Il y a une méta-analyse d'essais randomisés qui a été publiée en 2024 et qui montre la même chose et que ça marche d'autant mieux que les patientes consultent si jamais le kit leur est adressé directement au domicile. Si on leur dit « venez chercher un kit, madame », là, elles ne viennent pas. Mais si on leur envoie, elles répondent et ça marche. Voilà. Ça, c'est une étude qui avait été faite en Écosse. Ils avaient envoyé à des patientes qui n'étaient pas à jour du dépistage entre 25 et 64 ans. On leur envoie. Et bien, en fait, ils ont réussi à récupérer 20% de patientes qui ne répondaient pas. Et parmi les patientes qui sont HPV+, quasiment 90% va venir faire sa colposcopie. Donc, la critique qui était « oui, mais les patientes, elles ne viendront jamais faire la colposcopie », ce n'est pas vrai dans toutes les études qui sont publiées sur le sujet. Je vous en ai mis une qui était assez ressemblante par rapport à la France. Une étude française en 2022 qui a comparé la même chose, 3600 femmes. On leur envoie un courrier pour aller chercher le kit chez le généraliste ou on leur envoie d'emblée le kit autoprélèvement. Et bien, en fait, chez ces femmes qui n'étaient pas dépistées, et bien, quand on leur envoie le kit à la maison, il y a quasiment 25-30% des patientes qui vont répondre au dépistage. Et ça entraîne un surcoût par patient de 50 €, ce qui n'est pas énorme par rapport à ce qu'on voit de ce que ça rattrape pour le dépistage. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur la conduite à tenir devant une femme qui a une cytologie cervico-utérine anormale, qu'est-ce qu'on fait? Je vous invite à aller rechercher ces références, qui n'étaient pas l'objet du topo aujourd'hui, mais allez les lire. C'est accessible sur PubMed. Est-ce que ce dépistage dont je vous ai parlé, est-ce qu'il est pareil pour tout le monde? Eh bien, la réponse est non. Pour les personnes qui vivent avec le VIH, des recommandations ont été publiées en mars 2024 par l'ANRS et le CNS. Et pour les patients immunodéprimés sans le VIH, des recommandations ont été publiées par l'HAS et Paris Santé Femmes, notre organe de santé savante, là en 2025. En ce qui concerne le VIH versus HPV, on sait que le VIH, en fait, le risque de lésion HPV induite, il est corrélé, en fait, certes au fait qu'on ait le VIH, mais surtout, en fait, à notre taux de CD4, à notre charge virale. Plus le taux de CD4 il est bas et plus la charge virale est augmentée, plus notre risque de développer un cancer du col quand on a le VIH est important. Et l'apparition du cancer du col est corrélée à une chute du taux de CD4 avant qu'apparaisse le cancer du col par rapport à des témoins qui avaient le VIH et qui n'ont pas développé de cancer. Donc vraiment, ce qui est corrélé, c'est le taux de CD4. Voilà, je vais vous passer. Et donc, les recommandations, ça qu'il faut reconnaître, c'est que les patients, quand elles ont moins de 25 ans, qu'elles ont VIH, bon, il faut les voir d'une façon générale avant moins de 25 ans pour parler des IST, de la contraception, etc. Entre 25 ans et 30 ans, on va dépendre un petit peu de si jamais le VIH est contrôlé ou pas. Si le VIH est contrôlé, eh bien, ce qu'on va faire, c'est comme la population générale, vous allez faire un frottis à 25 ans, un autre à 26 ans, puis tous les 3 ans, jusqu'à 30 ans. En revanche, si jamais le VIH n'est pas contrôlé, si jamais vous avez une charge virale non contrôlée ou un taux de CD4 qui est effondré, et bien dans ce cas-là, vous allez faire une cytologie annuelle. Pour les patientes de plus de 30 ans, ce sera aussi le test HPV
à haut risque, et ce sera comme la population générale qui n'a pas le VIH. Ça veut dire que si jamais le test HPV négatif, ça sera tous les 5 ans, vous m'avez bien entendu, si jamais une patiente est VIH+, quelle que soit sa charge virale, quel que soit son taux de CD4, si jamais elle est HPV négatif, ce sera tous les 5 ans. Si jamais l'HPV est positif, on fera la cytologie réflexe, et si jamais la cytologie réflexe est négative, on fera le contrôle 1 an, etc. C'est exactement comme la population générale pour les VIH. Retenez juste que quand vous avez une charge virale non contrôlée ou un taux de CD4 inférieur à 350, dans ce cas-là, c'est la cytologie annuelle entre 25 ans et 30 ans. Voilà ce qu'il faut reconnaître. N'oubliez pas aussi que pour le VIH, il faut aussi dépister les lésions anales. Comment vous faites? Vous prenez votre petite brossette que vous utilisez pour faire les cytobroches en endocole et vous allez la frotter au niveau de l'anus, vous la mettez dans le même pot pour le test HPV, et ça, c'est le test HPV anal, qui est indiqué pour les femmes dont on parle, qui ont plus de 30 ans et qui vivent avec un antécédent de lésion du col CIN2+, les femmes qui ont déjà eu une lésion précancéreuse ou cancéreuse de la vulve, ou les femmes qui vivent avec le VIH, qui sont transportées d'organes solides depuis plus de 10 ans. Eh bien, elles, il faut leur faire le test HPV-16, et si l'HPV-16 est négatif, vous le referez tous les 5 ans. Si jamais il est positif, il y aura une cytologie réflexe. Si jamais la cytologie réflexe est normale, il faudra le refaire tous les 3 ans. Mais si jamais la cytologie réflexe est positive, vous l'envoyez faire une AHR, c'est une anuscopie à haute résolution avec des proctologues spécialisés. Donc n'oubliez pas, le VIH, il y a aussi une indication à, dans certains contextes, faire le dépistage au niveau anal. Quelles sont les recommandations pour les personnes immunodéprimées hors personnes vivant avec le VIH? Eh bien, les personnes concernées, ce sont les patientes qui ont un déficit immunitaire primitif ou congénital, les patientes qui sont greffées par cellules souches hématopoïétiques, allogéniques, les patientes qui ont un lupus systémique traité ou non. Attention, le lupus en soi est un facteur de risque d'HPV. Ou les patientes qui sont sous immunosuppresseurs depuis au moins 1 an pour greffe d'organes solides, maladie inflammatoire de l'intestin, CEP, polyarthrite rhumatoïde, ou toute situation d'immunodépression sévère diagnostiquée par un médecin. Dans ces cas-là, à part le dépistage va commencer à 25 ans, ou l'année qui suit le diagnostic, et se poursuivra au-delà de 65 ans si jamais il y a des lésions de lésions intrapédiales de haut grade. Comment on fait? Eh bien, en fait, il va y avoir des examens cliniques, mais surtout, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, vous allez faire le prélèvement. De 25 ans à 29 ans, vous voyez ici, c'est l'examen cytologique. D'accord? Si jamais le résultat est négatif, vous allez le contrôler tous les ans. Donc, en fait, c'est la cytologie annuelle, un petit peu comme les patientes qui vivent avec le VIH, avec un VIH qui n'est pas contrôlé. D'accord? Si j'ai bien sûr le positif, vous faites une colposcopie, etc. Donc, entre 25 ans et 30 ans, c'est la cytologie annuelle. Et puis, à partir de 30 ans, ça va être le test HPV. Et si jamais le test HPV est négatif, vous allez le faire tous les 3 ans. Voilà. Donc, retenez ça. C'est un peu différent que pour le VIH. C'est cytologie annuelle entre 25 et 29 ans et test HPV tous les 3 ans à partir de 30 ans pour les immunodéprimés. Dernière chose, et je serai très rapide, est-ce qu'il y a un intérêt à vacciner après une conisation? Je vous dis ça parce que beaucoup posent la question. On sait que le risque de récidive après une conisation, c'est d'environ 8%. Et est-ce que faire un vaccin, ça permettrait de diminuer ce risque de récidive? Il y a pas mal de pays qui recommandent la vaccination post-thérapeutique après une conisation. Vous voyez, la Chine, qui a émis en fait une recommandation en 2021 pour recommander cette vaccination. La société américaine, qui en 2023 avait dit de discuter de cette possibilité chez les patientes qui ont une conisation entre 27 ans et 45 ans. Voilà. Et ça se basait sur pas mal de méta-analyses qui avaient été faites, mais qui étaient avec pas mal de biais. Et en fait, entre-temps, il y a une publication sur PLOS ONE, il y a un peu plus d'1 an, qui a pris que les études sans biais et qui a montré qu'il n'y avait pas de bénéfice démontré à vacciner après conisation pour prévenir le risque de récidive. Il y a eu depuis 3 essais randomisés qui ont chacun quasiment inclus 1000 patients qui étaient randomisés entre vaccin versus pas de vaccin après conisation. Cette étude vaccine, les résultats ont été publiés. Le Nobel Trial, les résultats ont été communiqués et celle-là est en cours. Et en fait, les 2 études montrent la même chose, et je vais vous montrer ici. Elle a été publiée en 2025 et elle montre que, eh bien, pour les patients, entre le groupe placebo et le groupe vaccination, il n'y a pas de différence en termes de probabilité d'apparition de récidive de CIN3 et il n'y a pas aussi de différence entre l'acquérance de l'HPV. Donc, il n'y a pas de bénéfice démontré à une vaccination après conisation dans ces indications d'après ces études récentes. En conclusion, retenez, c'est qu'entre 25 ans et 30 ans, c'est la cytologie, mais à partir de 30 ans, c'est l'HPV-ORI, le test HPV qu'il faut faire. Tous les 5 ans d'une façon générale en population générale. La double détection, vous oubliez, pas de co-testing. Le cas particulier des immunodéprimés dont je vous ai parlé, vous avez les armes décisionnelles. Et la vaccination, c'est important, mais de le faire le plus tôt possible. Et c'est en vaccinant le plus tôt possible qu'on arrivera enfin à faire disparaître ces lésions
et que ces webinaires n'auront donc, j'espère, un jour, plus d'intérêt. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vais laisser la parole à mon collègue, le professeur Henri Azens. Merci beaucoup, Geoffroy. Du coup, je vais prendre la parole. Je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez le grand écran ou la version présentateur? C'est tout On voit bon. le grand écran. Oui. Ok, parfait. Bonjour, donc je vais parler donc moi du traitement des cancers du col utérin de stade précoce, puisque je vous remercie pour cette invitation et j'avais été invité à commenter donc une publication qui était en fait une mise à jour de cet article de l'encyclopédie médico-chirurgicale qui était un petit peu ancienne et qu'on a mis à jour avec l'ensemble des co-auteurs que vous voyez ici sur la diapositive, dont Geoffroy Canlorbe, donc, qui est également co-auteur de cet article. C'est une mise à jour concernant la prise en charge des traitements du cancer de stade précoce. Donc, je reviens un petit peu sur cette publication du panorama des cancers en France, ça c'est l'édition 2024, donc qui est récente, pour remettre un peu les chiffres pour la France. Geoffroy vous a parlé, vous a donné des chiffres également au niveau du monde, et vous voyez que pour la France, le cancer du col de l'utérus, c'est 3150 cas en 2023, 770 décès en 2021. C'est un cancer du col dont les facteurs de risque sont essentiellement l'infection par le papillomavirus humain. Il y a également d'autres facteurs de risque qui sont en fait liés à des facteurs qui peuvent aussi majorer le risque d'infection par le papillomavirus humain. Il y a également le tabagisme qui est un facteur de risque important. Et donc, ce sont une des particularités de ce cancer, c'est que ça atteint des femmes qui sont relativement jeunes, puisque la moyenne d'âge, l'âge médian au diagnostic, c'est 55 ans, avec un taux de survie standardisé qui ici est de 63%, mais c'est les cancers tous stades confondus. Et je voulais insister sur le fait que, en fait, pour les cancers du col de stade précoce, et je vais y revenir dans le reste de ma présentation, en fait, on a maintenant des traitements qui sont très efficaces, puisque pour les cancers micro-invasifs, qui sont des cancers très débutants, on a des survies à 5 ans qui sont de l'ordre de 97%. Et pour les cancers un petit peu plus, de taille un peu plus importante, 1B1, 1B2, donc des tumeurs jusqu'à 4 cm limités au col, on a des taux de survie à 5 ans qui sont supérieurs à 90 voire 95% dans les dernières études. Et ça, c'est très important parce que ça signifie que chez ces femmes jeunes, compte tenu de l'efficacité quand même des prises en charge qu'on peut proposer, eh bien, il est tout à fait intéressant et légitime de s'intéresser à leur qualité de vie et à envisager éventuellement une désescalade dans les procédures chirurgicales. Pour faire suite aussi aux propos du professeur Canlorbe, ce graphique qui montre en fait les proportions, enfin les cancers qui sont attribuables à des causes environnementales qui sont évitables. Et donc là, c'est très intéressant parce que le col de l'utérus a effectivement cette particularité d'être dans quasiment 100% des cas lié à un facteur évitable, c'est l'infection par le papillomavirus humain dont a parlé Geoffroy. Et donc, je ne reviendrai pas sur ce qu'il a été dit, mais c'est pour rappeler l'importance tout à fait prépondérante dans ce cancer de la prévention, donc la prévention primaire avec la vaccination et puis également le dépistage. Alors, la prise en charge des cancers du col utérin de stade précoce, c'est une question d'actualité puisque vous voyez qu'il y a beaucoup d'essais très importants qui ont changé nos pratiques. C'est ce qui a rendu tout à fait pertinent le fait d'actualiser certains articles et de mettre à jour les données de l'EMC, puisque depuis 2019-2020, il y a eu plusieurs grandes études qui ont été publiées, notamment dans le New England Journal of Medicine, qui ont porté sur la chirurgie de ces cancers du col utérin de stade précoce, et je vais y revenir, que ce soit la voie d'abord, que ce soit la radicalité de la chirurgie ou également les modalités de stadification, notamment de stadification ganglionnaire avec l'apport du ganglion sentinelle dans cette indication. Alors, la physiopathologie, donc vous l'avez compris, c'est l'infection par le papillomavirus qui est responsable d'une infection chronique. Dans certains cas, notamment certains types d'HPV, 16, 18, 45, vont être responsables de l'apparition de lésions intraépithéliales qu'on va considérer comme des lésions précancéreuses quand ce sont des lésions intraépithéliales de haut grade, ce qu'on appelle les CIN 2-3. Et puis ces lésions vont évoluer vers des lésions de carcinome in situ, puis des lésions de cancer avec une micro-invasion qui va définir le stade 1A. Donc,
là, on va parler de la classification FIGO, qui est la classification internationale de gynécologie obstétrique, avec des cancers qu'on va considérer être des cancers du col utérin de stade précoce quand ils font moins de 4 cm, avec des stades 1A qu'on appelle micro-invasifs, qui sont des cancers qu'on subdivise en 2 catégories. Les cancers de stade 1A1 qui ont une invasion stromale, donc en profondeur de moins de 3 mm, et des cancers de stade 1 à 2 qui vont avoir une infiltration, une invasion stromale, donc de 3 jusqu'à 5 mm. Au-delà de 5 mm d'invasion, on va parler de tumeurs de stade 1B avec une subdivision à 2 cm qui va permettre de catégoriser des tumeurs de stade 1B1 qui font moins de 2 cm et des tumeurs de stade 1B2 qui font 2 à 4 cm. Au-delà de 4 cm, on n'est plus dans le périmètre de cette présentation, puisqu'on va appeler ces cancers des cancers du col utérin de stade localement avancé, et ils vont être traités différemment. Alors, comment on fait le diagnostic d'un cancer du col utérin? Il y a plusieurs circonstances diagnostiques. Il va d'abord y avoir finalement le dépistage qui peut conduire donc à des résultats avec des prélèvements cervico-utérins qui sont anormaux, le test HPV ou le frottis qui vont conduire à la réalisation d'une colposcopie. Et c'est au moment de l'examen colposcopique qu'on va réaliser des biopsies, et les biopsies vont faire le diagnostic histologique d'un cancer du col de l'utérus. Ça, c'est donc après le dépistage, chez des femmes qui sont souvent asymptomatiques. Sinon, ça va pouvoir être à l'occasion de symptômes. Alors, les cancers du col utérin de stade précoce sont souvent asymptomatiques. Il peut y avoir des phénomènes de métrorragie notamment provoqués, des métrorragies post-coïtales en raison de la fragilisation du col en lien avec la présence du cancer. Les stades avancés sont volontiers plus symptomatiques. Enfin, on va dire que quand les cancers du col utérin deviennent symptomatiques, eh bien, ça laisse présager d'un stade plus avancé, avec parfois des douleurs pelviennes, des symptômes urinaires ou rectaux en lien avec l'évolution locorégionale de la maladie. Alors, sur le plan histologique, la majorité des cancers du col utérin sont des carcinomes épidermoïdes qui représentent à peu près 80% de ces cancers, et les adénocarcinomes représentent les 20% restants, avec quelques formes beaucoup plus rares, notamment des carcinomes à cellules claires, des carcinomes neuroendocrines qui ont la particularité de ne pas être HPV dépendants, mais qui sont beaucoup moins fréquents. On va s'intéresser sur le plan histologique également à l'existence de facteurs pronostiques, donc la présence ou non d'emboles lymphovasculaires, qu'on ne va pas avoir d'ailleurs sur des biopsies, mais plutôt sur des pièces opératoires et des pièces de conisation. Et puis, effectivement, on va s'intéresser très rapidement à évaluer la taille tumorale, la profondeur d'invasion, l'atteinte ganglionnaire, ce qui va permettre de définir le stade. Et c'est à partir du stade qu'ensuite on va définir la prise en charge thérapeutique. Alors, à l'examen clinique, on va faire l'examen au spéculum, bien sûr. On va faire un toucher vaginal qui va permettre d'apprécier la taille de la tumeur, éventuellement un toucher rectal, ce qui permet de rechercher l'extension aux paramètres, même s'il est vrai qu'on a tendance un petit peu moins souvent à pratiquer des touchés rectaux, puisque c'est une information qu'on a de manière maintenant très précise grâce aux examens d'imagerie. Alors, quand on a un diagnostic histologique de cancer du col de l'utérus, on va faire un bilan d'extension, et le bilan d'extension, il repose en premier lieu sur une IRM lombopelvienne. Donc, on dit lombopelvienne puisque l'IRM, elle va être centrée sur le pelvis, et elle doit remonter avec des coupes jusqu'au niveau des îles rénaux, de manière à pouvoir analyser également l'atteinte ganglionnaire lombo-aortique, donc jusqu'au niveau, jusqu'à l'étage de la veine rénale. Donc, ce qu'on va chercher avec l'IRM lombopelvienne, c'est d'avoir toutes les informations qui vont permettre de déterminer le stade. Donc, il faut une mesure précise de la taille tumorale. C'est l'IRM qui est l'examen le plus précis pour cela. Et on va rechercher s'il y a une extension paramétriale qui définirait un stade 2B, donc un stade localement avancé, et éventuellement évaluer également l'atteinte vaginale. Est-ce qu'il y a une atteinte rectale ou vésicale qui conduirait également à classer le cancer du col de l'utérus à un stade avancé. Ce qui est très important, c'est d'avoir donc les différents. Là, il faut que les radiologues ils soient bien habitués. Il faut adresser ces patientes à des radiologues qui soient expérimentés
en imagerie de la femme, puisque on va avoir différentes séquences qui vont être utilisées pour permettre d'avoir des séquences anatomiques et des séquences en diffusion pour localiser les tumeurs. Il est très important d'avoir des coupes axiales qui soient pas centrées sur le pelvis, mais centrées sur le col utérin, comme vous pouvez voir ici sur l'image B, pour avoir une coupe axiale stricte du col utérin, ce qui va permettre de rechercher l'intégrité de l'anneau fibreux, qui est la partie la plus externe du col de l'utérus et dont le franchissement va définir l'atteinte paramétriale. Ensuite, une fois qu'on a cette cartographie anatomique de l'atteinte locorégionale, qui permet également d'ailleurs d'avoir l'information sur l'atteinte ganglionnaire pelvienne, on va demander dès les stades 1B1 la réalisation d'un TEP scanner, le TEP scanner ayant une meilleure sensibilité pour l'atteinte ganglionnaire, même si sa spécificité est moindre. Et donc le TEP scanner va permettre de connaître le statut ganglionnaire au niveau pelvien, au niveau lombo-aortique et éventuellement rechercher des atteintes à distance. Ce qui est très important là dans le cadre du bilan d'extension, c'est que l'échographie n'est pas recommandée pour l'évaluation des cancers du col utérin. Ce n'est pas l'imagerie à demander dans ce contexte. Et donc, il faut aller directement à l'IRM lombopelvienne dès que vous avez un diagnostic histologique de cancer. J'ai remis ici la classification TNM, qui est d'ailleurs qui correspond également à la classification FIGO, sauf que là, je vous ai remis que le T du TNM, donc ce qui correspond à vraiment la taille tumorale et sa localisation. Donc, vous voyez que pour le propos aujourd'hui, on s'intéresse à des tumeurs qui sont strictement limitées au col de l'utérus et qui font moins de 4 cm strictement, sans aucune atteinte en dehors. C'est-à-dire que même si vous avez une tumeur qui fait moins de 4 cm, mais avec une atteinte ganglionnaire, eh bien, dans ce cas-là, vous serez dans le cadre d'une tumeur de stade 3C1, donc localement avancée. De la même manière, si vous avez une tumeur de plus petite taille, mais avec une atteinte paramétriale, vous serez dans le cadre d'une tumeur de stade 2B, et également, vous ne serez plus éligible à un traitement d'un cancer du col utérin de stade précoce. Alors, de manière très schématique, le traitement des cancers du col utérin de stade précoce, il est chirurgical, alors que dès qu'on va être dans une situation de col localement avancé, c'est-à-dire des tumeurs de plus de 4 cm et donc au-delà, eh bien, on va avoir des traitements qui vont reposer sur l'association radiochimiothérapie, avec donc une radiochimiothérapie concomitante. La chimiothérapie, dans ce cas-là, c'est du cisplatine qui est donné pour potentialiser l'effet de la radiothérapie, avec des champs d'irradiation qui sont adaptés à l'atteinte ganglionnaire, et ensuite, dans un second temps, à une curithérapie utérovaginale. Je ne rentrerai pas plus dans le détail de ces traitements-là, puisque ce n'est pas l'objet du topo. Ce qui est très important, c'est que vous allez voir que dès qu'on va commencer à parler de chirurgie des cancers du col utérin de stade précoce, il va falloir confirmer le statut ganglionnaire, puisque si vous avez une atteinte ganglionnaire, quelle que soit la taille de votre tumeur cervicale, eh bien, vous passerez à un stade FIGO 3C1, donc à un cancer localement avancé, qui ne relève plus d'un traitement chirurgical. Et donc, compte tenu du fait que ce soit l'IRM ou le TEP scanner peuvent avoir malgré tout un certain nombre de faux négatifs, eh bien, il est capital d'avoir quand même une stadification ganglionnaire chirurgicale avant de prendre en charge, avant de faire une chirurgie utérine, de manière à ne pas méconnaître et à ne pas traiter de manière inadaptée, on va dire, un cancer qui aurait été jugé de stade précoce alors qu'il s'agissait en fait d'un cancer de stade avancé. Et là, on a vraiment eu beaucoup de progrès ces dernières années sur la stadification ganglionnaire et ses indications, avec l'essor du ganglion sentinelle. Donc vous avez compris que l'atteinte ganglionnaire, c'était un facteur pronostic majeur, puisque si vous avez pas d'atteinte ganglionnaire, donc si vous êtes sur un cancer qui est strictement de stade précoce, eh bien vous allez avoir un taux de survie à 3 ans qui est de plus de 90%, alors que si vous avez une atteinte ganglionnaire, notamment lombo-aortique, vous allez avoir un pronostic qui est beaucoup plus sombre, et vous avez des taux d'atteinte ganglionnaire qui sont de l'ordre de 0 à 5% pour les stades micro-invasifs 1A, jusqu'à 17% pour les stades 1B. Donc c'est notamment pour les tumeurs de stade 1B, un taux d'atteinte ganglionnaire qui justifie pleinement d'avoir une stadification ganglionnaire chirurgicale en plus des examens d'imagerie que vous demanderez dans le cadre du bilan d'extension. Aujourd'hui, le ganglion sentinelle, c'est quelque chose qui doit être fait au verre d'indocyanine. Donc, le verre d'indocyanine, c'est un produit fluorescent qui est injecté dans le col utérin en début de procédure chirurgicale. Et donc, l'intérêt du ganglion sentinelle par rapport au curage pelvien qui était fait dans le passé, jusqu'à un passé d'ailleurs très récent, c'est qu'on a
à la fois une réduction de la morbidité, puisqu'il va y avoir moins de complications opératoires et post-opératoires, que sont essentiellement les lymphocèles ou les lymphodèmes des membres inférieurs. On va augmenter le taux de détection des atteintes ganglionnaires parce que notamment grâce aux ganglions sentinelles, on va avoir une détection de drainage atypique qui peuvent concerner jusqu'à 20% des cas. Et donc, on va être plus précis finalement en allant chercher un ganglion sentinelle qu'en faisant un curage ganglionnaire pelvien systématique. Et par ailleurs, on va pouvoir procéder à des techniques d'ultrastadification qui vont permettre de détecter des micro-métastases. Et notamment dans l'étude Santix, qui est une étude qui a été publiée fin 2025, 43% des atteintes ganglionnaires étaient des micrométastases. Donc ça permet vraiment d'affiner et d'avoir une détection bien plus fine de l'atteinte ganglionnaire dans ces cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a comme littérature sur le sujet? On a une littérature pour laquelle la France a été tout à fait dynamique avec les études Santicol 1, Santicol 2 et Santicol 3, dont on attend encore les résultats. L'étude Santicol 2, qui est la dernière publiée, montrait une morbidité, une diminution de la morbidité quand on utilise le ganglion sentinelle par rapport à la lymphadenectomie. Et l'étude Phoenix, qui est une étude chinoise qui a été publiée fin 2025, a montré la non-infériorité du ganglion sentinelle par rapport à la lymphadenectomie. Je vais vous montrer les courbes juste après. Donc aujourd'hui, si vous avez une tumeur de stade 1A, la stadification ganglionnaire doit se faire par ganglion sentinelle, sauf si vous êtes vraiment dans des tumeurs très très débutantes qui sont les carcinomes, enfin les cancers du col utérin de stade 1A1 sans embole. Et si vous êtes dans des cancers un tout petit peu plus avancés de stade 1B1 et 1B2, on a aujourd'hui la possibilité de faire le ganglion sentinelle dans les centres experts, puisque dans les recommandations, en tout cas, on attend encore la validation des résultats de l'essai Santicol 3 qui devrait confirmer ces résultats. Et c'est vrai qu'on dit ganglion sentinelle autorisé en centre expert, mais je pense que dans tous les cas, ces cancers du col de l'utérus doivent être adressés dans des centres experts. Ici, ce sont les résultats de l'étude Phoenix publiée donc en octobre 2025. Ces résultats sont très intéressants parce que par rapport à l'exportabilité de ces résultats, vous voyez que il y avait 420 patientes dans chaque groupe. Il y avait un groupe de patientes pour lesquelles il y avait une stadification ganglionnaire qui était faite par ganglion sentinelle seul, et dans l'autre groupe, il y avait un curage pelvien systématique, donc pour des patientes qui avaient des cancers du col utérin de stade précoce. Et vous voyez que on peut exporter l'efficacité du ganglion sentinelle dans des populations de patientes qui ont des cancers qui sont déjà relativement évolués. Il n'y avait pas que des cancers micro-invasifs qui étaient considérés dans cette étude, puisque vous voyez qu'il y a 40% de la population qui a des tumeurs de plus de 2 cm. Donc ça, c'est très intéressant pour pouvoir exporter la technique du ganglion sentinelle qui était déjà validée pour les plus petites tumeurs vers des tumeurs de plus gros volume, jusqu'à 2 cm. Quand vous regardez les courbes, vous voyez en bleu la population qui était la population de patientes ayant été stadifiées uniquement par ganglion sentinelle, et en gris les populations de patientes stadifiées par curage pelvien systématique. Et donc, vous voyez que les courbes de survie sans récidive et de survie cancer spécifique sont strictement comparables. Et il y a quelque chose qui est tout à fait remarquable, ça c'est la courbe B, c'est que vous voyez finalement le taux de récurrence ganglionnaire rétropéritonéale, donc notamment à l'étage lombo-aortique, il est nul dans la population de patientes qui ont reçu une stadification par ganglion sentinelle, alors qu'il est un petit peu plus élevé avec 2,2% des patientes chez qui il a été observé ce type de récidive, et uniquement dans la population des patientes qui avaient un curage pelvien. Donc le fait de faire un curage qui est finalement plus exhaustif sur le plan anatomique ne prévient pas la survenue d'une récidive, parce que finalement, il est moins précis. Donc cette étude-là, elle nous invite à appliquer du coup la technique du ganglion sentinelle jusqu'au stade 1B2, c'est-à-dire pour les cancers du col de l'utérus de moins de 2 cm. On attend les résultats de l'autre étude qui posait cette question-là, qui était l'étude française, enfin à promotion française, mais internationale, Santicol 3, qui posait la question également de l'efficacité du ganglion sentinelle en situation de stadification de cancer du col utérin de stade précoce. Et il avait été présenté il y a maintenant 1 an et demi, en décembre 2024, au congrès de la SFOG, les premiers
résultat de cette étude pour à peu près 30% des patientes pour lesquelles les données étaient matures, et vous voyez qu'on avait des courbes de survie sans récidive dans les deux groupes, donc dans le groupe ganglion sentinelle et dans le groupe courage pelvien, qui étaient tout à fait superposables à ce qu'on a pu observer dans l'étude Phoenix. Donc il est vraisemblable qu'on aura au moins ces 2 études de haut niveau de preuve pour confirmer l'efficacité du ganglion sentinelle. Donc, quel est le traitement des cancers du col de stade 1A? Eh bien, si vous avez des tumeurs de stade 1A1, donc moins de 3 mm d'invasion stromale sans embole, le traitement, c'est la conisation en marge saine avec une conisation qui doit être réalisée sous contrôle colposcopique. Et on peut considérer que c'est une fin de traitement, c'est-à-dire que l'hystérectomie simple, dans ce contexte, est proposée en option, mais finalement, elle n'améliore pas le pronostic oncologique de ces patientes. Si vous avez une tumeur de stade 1A1 avec embole ou de stade 1A2, quel que soit le statut pour les emboles, alors il existe un risque d'atteinte ganglionnaire qui est inférieur à 5%, mais qui est significatif et qui justifie qu'on fasse en même temps que la conisation un ganglion sentinelle bilatéral. Si les ganglions sont négatifs, eh bien, on va s'arrêter là si on a réalisé une conisation en marge saine. Si les ganglions sont positifs, alors on bascule là dans les cancers du col localement avancés, et donc il faudra proposer une radiochimiothérapie concomitante et une curithérapie utérovaginale. À ce stade, il n'est pas question de réaliser un élargissement aux paramètres, notamment s'il est retenu une indication d'hystérectomie simple qui peut être proposée en option. Donc là, je vous mets l'arbre décisionnel qu'on avait publié donc, dans cette mise à jour de l'EMC 2025. Vous avez un stade 1A suspecté. Vous faites, alors je mets suspecté parce qu'en fait, quand on a soit les 1A, soit on les découvre au moment de faire une conisation pour une lésion intraépithéliale de haut grade qui avait été détectée sur une biopsie faite lors d'une colposcopie. Donc dans ces cas-là, parfois, en fait, on a au moment de la conisation la découverte, le diagnostic et parfois le traitement d'une lésion, d'un cancer de stade 1A. Si le cancer a été le diagnostic a été fait sur une biopsie, alors vous allez faire une conisation, il faut obtenir des marges saines. Si c'est un cancer 1A1 sans embole, pas de stadification ganglionnaire, fin de traitement. Si c'est un cancer de stade 1A avec embole ou 1A2, on va faire une stadification ganglionnaire par ganglion sentinelle. Pas d'atteinte ganglionnaire, fin de traitement. Atteinte ganglionnaire, c'est un stade 3C1, on ne fait pas de chirurgie utérine, on va faire éventuellement une stadification ganglionnaire lombo-aortique et une radiochimiothérapie concomitante avec une curithérapie. Maintenant, si on est dans une situation où on a un cancer du col utérin de stade 1B1, c'est-à-dire qu'il est 1B1 suspecté puisqu'il ferait moins de 2 cm à l'imagerie. Alors dans ces cas-là, on va proposer une conisation première, parce que la conisation première, elle va permettre de renseigner sur la taille de manière très précise, la profondeur d'infiltration et la présence ou non d'embole. Et on va faire dans le même temps opératoire des ganglions sentinelles. On va attendre les résultats définitifs. Il n'y a pas de place pour l'examen extemporané dans ce contexte. Si les ganglions sont négatifs, les ganglions sentinelles à l'examen définitif, et que la tumeur fait bien moins de 2 cm, alors là, va pouvoir se poser la question de savoir si on peut faire une réduction de la radicalité de la procédure en proposant une hystérectomie simple. Et ça rentre dans des critères qui font suite à la publication d'une étude qui s'appelle SHAPE. Et si on a une invasion stromale de moins de 10 mm ou moins de 50% de l'épaisseur du stroma cervical, on va pouvoir proposer une hystérectomie simple, c'est-à-dire ne pas réaliser d'élargissement aux paramètres. Si à l'inverse, on ne rentre pas dans ces critères-là, on va devoir proposer une colpohystérectomie élargie aux paramètres. La voie d'abord, dans ce contexte, c'est plutôt la laparotomie, qui reste la référence depuis la publication de l'ESSELAC, mais on va pouvoir proposer pour ces patients qui ont des tumeurs de moins de 2 cm la voie mini-invasive avec la réalisation de manœuvres de sécurité en centre expert. Je vais y revenir. S'il y a une atteinte ganglionnaire, alors on va faire une radiochimiothérapie, une curithérapie. Il n'y a pas de geste sur l'utérus à prévoir puisqu'on est dans une situation de cancer du col localement avancé. Donc je reviens sur l'arbre décisionnel. Stade 1B1, c'est conisation plus stadification ganglionnaire par ganglion sentinelle. En l'absence d'atteinte ganglionnaire, on se pose la question de savoir si l'invasion stromale est inférieure à 10 mm, inférieure à 50% de l'épaisseur du stroma cervical. Et dans ces cas-là, on peut faire une hystérectomie simple. Ou dans le cas contraire, eh bien, on va faire une colpohystérectomie élargie, plutôt par laparotomie,
je vais revenir sur les conditions d'utilisation de la voie mini-invasive dans ce contexte. S'il y a une atteinte ganglionnaire lors de la stadification ganglionnaire, eh bien, pas de chirurgie utérine, stadification ganglionnaire lombo-aortique pour adapter les champs d'irradiation et réalisation d'une radiochimiothérapie concomitante et d'une curithérapie. Là, j'ai remis l'actualisation des données du LAC Trial. Donc, le LAC Trial, c'est une étude qui a été réalisée et publiée pour la première fois en 2019, qui cherchait à montrer la non-infériorité de la voie mini-invasive par rapport à la voie ouverte pour le traitement chirurgical des cancers du col utérin de stade précoce. Et en fait, dans cette étude, ce qui a été montré, c'est qu'il y avait un préjudice à réaliser ces chirurgies par voie mini-invasive avec un pronostic qui était plus défavorable, puisque vous voyez que pour la survie globale ou la survie sans récidive, eh bien, vous aviez une survie qui était moins bonne dans le groupe de patientes qui avaient été opérées par voie mini-invasive. Ces données, elles ont été publiées donc en 2018. Elles ont été ensuite, il y a des données actualisées qui ont été publiées qui confirmaient cet effet-là. Et donc, ça a conduit à remettre en question la sécurité de la voie mini-invasive pour le traitement de ces cancers. En fait, depuis 2019-2020, la pratique, elle a pas mal évolué, puisque déjà à l'époque, il n'y avait pas cette stratégie qui pouvait consister pour les tumeurs de moins de 2 cm à réaliser des conivisations premières, à faire des chirurgies en 2 temps plutôt qu'à réaliser une chirurgie première. Et par ailleurs, cette étude, elle nous a conduit aussi à rediscuter des conditions de sécurité dans lesquelles pouvaient être réalisées les chirurgies des cancers du col de l'utérus par voie mini-invasive. Et ce qui a été mis en évidence par plusieurs publications, notamment celle de l'équipe de Köhler en Allemagne que je présente ici, c'est qu'il y avait à l'époque du LAC Trial une utilisation de manipulateurs utérins certainement qui pouvaient être responsables d'une dissémination de cellules tumorales, notamment au moment de la colpotomie lors des chirurgies réalisées par voie mini-invasive, et qu'en fait, quand on utilisait des manœuvres de sécurité qui consistaient d'abord à abandonner l'usage de ces manipulateurs utérins et également à enfermer la tumeur cervicale dans un encapuchonnement vaginal, et ce préalablement à réaliser la colpotomie, un geste qui pouvait se faire préalablement à la colpotomie par voie mini-invasive, par voie vaginale, eh bien, en fait, on réduisait considérablement le taux de récidive des chirurgies réalisées par voie mini-invasive, et qu'en fait, on retrouvait finalement le pronostic des patientes opérées par voie ouverte. Et c'est ce qui a conduit les recommandations européennes à proposer la voie mini-invasive dans des centres experts comme une solution qui était raisonnable uniquement pour des tumeurs de moins de 2 cm et en respectant ces règles de sécurité qui étaient l'encapuchonnement premier de la tumeur par voie vaginale avant son traitement par voie abdominale et l'abandon de la manipulation utérine. Ici, ce sont les résultats de l'étude SHAPE qui a été publiée donc, par l'équipe de Marie Plante et qui concernait la radicalité de l'hystérectomie réalisée pour des tumeurs de moins de 2 cm avec une invasion stromale limitée. Donc l'invasion stromale limitée, ça explique les critères que je vous ai donnés tout à l'heure qui consistaient à regarder si l'infiltration stromale était de plus de 10 mm ou de plus de 50% de l'épaisseur du stroma cervical. Finalement, il pouvait y avoir des patientes qui avaient des emboles vasculaires dans cette population d'études. Les patientes avaient fréquemment, dans plus de 80% des cas, eu une conialisation préalable à l'hystérectomie. Et ce qui a été montré, c'est que pour ces cancers du col de l'utérus qui sont jugés à bas risque, eh bien finalement, faire une hystérectomie simple ou une hystérectomie élargie aux paramètres ne modifiait pas le pourcentage de patientes chez qui il était retrouvé une récidive pelvienne à 3 ans, raison pour laquelle il a été jugé qu'on pouvait accepter une désescalade chirurgicale sur la radicalité de la procédure dans cette population de patientes, puisque à pronostic équivalent sur le plan de la récidive pelvienne, eh bien, on avait une amélioration des symptômes, notamment urinaires, avec une réduction des phénomènes d'incontinence urinaire ou de rétention urinaire en lien avec la dénervation pelvienne chez les patientes qui avaient eu une hystérectomie simple par rapport aux patientes qui avaient eu une hystérectomie radicale et pour qui il y avait un risque de lésion des plexus hypogastriques qui était plus importante avec des risques donc, de séquelles urinaires à long terme plus importantes.
Maintenant, si on s'intéresse aux patientes de stade 1B2, donc les tumeurs qui font 2 à 4 centimètres, dans cette population de patientes, on ne va pas proposer une stratégie en 2 temps comme pour les tumeurs de moins de 2 centimètres. Et donc, on va se rapprocher de ce qu'on avait l'habitude de faire dans le passé, avec une stratégie qui va consister à faire un examen, une stadification ganglionnaire par ganglion sentinelle avec cette fois-ci un examen extemporané. Et on va attendre l'examen extemporané. Si jamais on a une atteinte ganglionnaire à l'examen extemporané, on ne fera pas de chirurgie utérine puisque la patiente recevra une radiothérapie, une radiochimiothérapie concomitante, mais on pourra faire un curage ganglionnaire lombo-aortique à visée de stadification pour adapter les volumes d'irradiation. Et par contre, si les ganglions sentinelles sont négatifs à l'examen extemporané, on pourra réaliser le traitement de référence, qui est la colpohystérectomie élargie aux paramètres, et cette fois-ci par laparotomie, puisqu'il n'a pas été, il n'est pas discuté aujourd'hui de reproposer des voies d'abord mini-invasives pour des tumeurs de plus de 2 centimètres. Une alternative qui est proposée dans les recommandations françaises, c'est de proposer une radiochimiothérapie concomitante dès 3 centimètres. Donc ça, c'est une particularité des recommandations françaises où il est possible de recourir à la radiochimiothérapie dès 3 centimètres, alors que dans les recommandations internationales, ce cut-off, ce seuil de 3 centimètres n'est pas retenu. C'est pour ça que dans le cadre de la mise à jour de cet article de l'EMC, je l'avais mis en option. Donc pour résumer, si on a une tumeur de stade 1B2, donc 2 à 4 cm, si la tumeur fait moins de 4 cm, donc option moins de 3 cm, on va faire un ganglion sentinelle avec un examen extemporané. En absence d'atteinte ganglionnaire, l'indication de traitement, c'est colpohystérectomie élargie par laparotomie. Et en présence d'une atteinte ganglionnaire, pas de chirurgie utérine, stadification ganglionnaire lombo-aortique et radiochimiothérapie concomitante avec curithérapie, avec une radiochimiothérapie adaptée à l'atteinte ganglionnaire ou non lombo-aortique. Si la tumeur fait plus de 4 cm ou plus de 3 cm selon les recommandations françaises, alors il faut adresser les patientes directement en radiothérapie pour qu'elles reçoivent le traitement adapté. Un point que je voulais souligner, c'est la préservation des ovaires, puisqu'il a longtemps été, on a beaucoup dit que notamment pour les adénocarcinomes qui représentent 20% des tumeurs du col de l'utérus, il y avait un risque de métastase ovarienne qui justifiait le fait de faire des annexectomies bilatérales au moment de la chirurgie utérine. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été retenu dans les versions les plus récentes des recommandations. Et il est maintenant recommandé de ne pas, de conserver les ovaires chez les patientes qui ne sont pas ménopausées, puisqu'il n'y avait pas de bénéfice en termes de survie et en termes de pronostic oncologique à retirer les ovaires chez des patientes qui n'étaient pas ménopausées pour le traitement de leur cancer. Et à l'inverse, en fait, on crée de la iatrogénie. Et donc, finalement, les patientes qui ont eu une annexectomie bilatérale avant la ménopause, au moment du traitement de leur cancer du col de l'utérus, et c'est donc une situation assez fréquente puisque vous vous souvenez que les cancers du col utérin concernent des femmes souvent jeunes, souvent avant la ménopause. Et bien, ces patientes, elles avaient un risque de mortalité augmenté de 19% si jamais elles avaient une annexectomie bilatérale. Donc, il n'est plus justifié aujourd'hui de faire une annexectomie bilatérale systématique quand on opère ces patientes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Oui, alors, on a quelques questions. Je vais commencer par ordre chronologique, donc on va peut-être commencer par la première. Y a-t-il des chiffres de vie réels en France sur la survenue des hauts grades après test HPV négatif? On observe des alternances HPV positifs, puis négatifs, puis de nouveau positifs avec lésion. Avec le résultat HPV négatif, on n'a pas d'informations sur la qualité du prélèvement. Donc, voilà. Ouais, alors en France, il n'y a pas, à ma connaissance, de données en vie réelle. Néanmoins, les données qu'on a à l'international et en tous les essais sont quand même rassurantes et vont toutes dans le même sens. Il y a des contrôles internes qui sont faits, effectivement. Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir une recherche d'ADN cellulaire humaine au niveau des cellules épithéliales. Et donc, si jamais le test ne détecte pas l'ADN de l'hôte, effectivement, on ne peut pas rechercher l'ADN de l'HPV. Donc, il y a un contrôle qualité qui est fait sur les prélèvements. Et c'est moins de 1% d'écart, hein, c'est 0,4-5% d'écart, où effectivement, on dit test non interprétable parce qu'effectivement, la qualité n'était pas suffisante. Ouais.
Merci beaucoup. Une autre question, comment justifiez-vous le début de dépistage à 25 ans dans les recommandations actuelles, alors que dans des cas de cancer du col de l'utérus sont parfois observés chez les femmes de moins de 25 ans dans des contextes non à haut risque, dans des pays à ressources limitées où la vaccination n'est pas encore disponible? Oui, alors ça, en fait, il y a des balances bénéfices-risques, donc ça a été évalué. Malheureusement, même si jamais on faisait des cytologies, annuelles plus jeunes, on n'arriverait pas, en fait, à rattraper les cancers, foudroyants, qu'il y a chez les patientes qui ont moins de 25 ans. Donc par exemple, le dépistage n'arrive pas à les rattraper elles et ce qu'on ferait, c'est qu'en fait, on augmenterait le taux de surtraitement de lésions, CIN2, ou même enfin de bas grade de lésions de CIN2 ou même CIN3 qui régressaient spontanément en augmentant le nombre de conisations. Donc ça a été évalué et en fait, en faisant ça, on ferait beaucoup plus de mal. Très bien, merci beaucoup. Une autre question, qui porte plutôt sur le curage, lorsqu'il est indiqué. La question dit: «Est-ce qu'il y a toujours un intérêt à arriver au niveau des îles rénaux plutôt que de se limiter aux vaisseaux mésentériques, dans certaines conditions?» Alors oui, ça a été, tout à fait étudié cette question puisque ça a été comparé, savoir s'il fallait faire des curages à l'artère mésentérique, inférieure ou jusqu'aux îles rénaux. En fait, ce qui a été observé, c'est que, l'atteinte ganglionnaire des cancers du col, utérin, elle se fait, de proche en proche, depuis la région pelvienne jusque, la région lombo-aortique avec un taux de skip métastase, c'est-à-dire de métastases ganglionnaires qui sauteraient un étage entre guillemets, qui est très faible et quand on a comparé la performance d'une stadification ganglionnaire au niveau de l'artère mésentérique inférieure par rapport à jusqu'aux îles rénaux, il a été montré que la performance était la même. Et donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans les recommandations, il est demandé de ne pas aller au-delà. Enfin, en tout cas, il est dit qu'un curage ganglionnaire qui irait jusqu'au niveau de l'artère mésentérique inférieure est tout à fait acceptable. Il n'y a pas aujourd'hui d'intérêt à remonter jusqu'aux îles rénaux de manière systématique. OK, très bien, merci beaucoup. Une autre question, concernant la place ou les actuelles indications de la chirurgie après RCC? Alors après, radiochimio concomitante, en principe, il n'y a pas de chirurgie, sauf s'il reste un reliquat. Donc ça, c'est évalué par une IRM et un TEP scanner qui sont faits 8 et 12 semaines après, la fin de la radiochimiothérapie et de la curithérapie. En l'absence enfin, si on a la confirmation par l'imagerie qu'il y a une réponse, complète, il n'y a, pas d'indication à aller réaliser une chirurgie qu'on appellerait une chirurgie de clôture parce que en fait, on additionnerait ou on multiplierait la morbidité de la radiochimiothérapie à celle de la chirurgie, avec des chirurgies qui sont plus difficiles à réaliser en tirant irradié. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas aujourd'hui, c'est pas indiqué. On peut faire des chirurgies de complément plutôt que des chirurgies de clôture dans ce cas-là, si on a le sentiment que la radiochimiothérapie et la curithérapie n'ont pas réussi à stériliser ou à traiter totalement le cancer du col de l'utérus. S'il y a un reliquat, dans ce cas-là, on encourage quand même à essayer d'avoir, c'est pas toujours possible, mais d'essayer d'avoir une confirmation histologique de la persistance de cancer pour justifier d'aller le faire une chirurgie qui risque d'être complexe. Alors dans la continuité de cette question, du coup, c'est la même personne qui, voulait avoir une explication de passer par la radio, chimiothérapie concomitante, pourquoi pas en décalé? Alors je comprends pas. Ouais, alors je voulais savoir l'explication de passer à la radio chimiothérapie concomitante, pourquoi pas en décalé, si j'ai bien compris? Pourquoi C'était pas peut-être Pourquoi est-ce qu'on fait la chimio une fois par semaine pendant les 5 semaines plutôt qu'après? Je pense que c'est ça la question. voilà. Ah, pourquoi le faire ensemble? Oui. Parce qu'en fait, la chimiothérapie qui est donnée dans cette radiothérapie, en fait, le traitement, c'est de la radiothérapie. Mmh. Et on donne du cisplatine, et qui est en fait une chimiothérapie qu'on dit de potentialisation, parce que le cisplatine donné de manière hebdomadaire pendant la radiothérapie augmente l'efficacité de la radiothérapie. Voilà. Mais le traitement, c'est la radiothérapie en fait qui traite. C'est juste que ces doses de cisplatine permettent d'améliorer l'efficacité. Donc c'est pas un traitement par radiothérapie et un traitement par chimiothérapie qu'on pourrait éventuellement donner de manière séparée. C'est pas une chimiothérapie haute dose alopéciente qu'on peut avoir comme d'autres cancers. C'est vraiment une petite dose pour potentialiser l'effet des rayons. Voilà, c'est ça. OK, c'est clair. Merci beaucoup et une dernière question pour conclure. Pour les stades A1, 2, l'option d'une hystérectomie vénote, voix basse, ou coélio est-elle acceptable?
J'espère que j'ai pas trop... Geoffroy, je te laisse cette réponse ou tu veux que je réponde? Oh, vas-y, réponds, c'est ta partie, Henri. Ah, c'est ma partie. Alors, je réponds, non, parce que je trouve qu'il y a aussi un versant, il y a aussi une réponse, il y a plusieurs éléments de réponse pour ça. En fait, si vous avez fait une conisation Insano, vous n'améliorez pas le pronostic en réalisant une hystérectomie. Par contre, vous allez créer éventuellement de la morbidité, que ce soit par V-note, par voie basse ou par cellio. Et par ailleurs, en fait, ces patientes qui ont eu des cancers du col de l'utérus qui sont donc HPV induits, en fait, souvent, il va falloir continuer à surveiller le vagin. Et finalement, parfois, on est plus en difficulté, je trouve, à surveiller le vagin après une hystérectomie que pour des cancers du col qui sont très débutants, des stades micro-invasifs type 1 à 2, 1 à 1 ou 2. En fait, si on fait une conisation, ensuite, on va pouvoir continuer à surveiller le col et à surveiller le vagin dans de meilleures conditions qu'après hystérectomie. Donc pour moi, en fait, si on peut être conservateur, c'est plutôt mieux. On va réduire la morbidité induite par les traitements et on va faciliter la surveillance. Très bien, du coup, vous vouliez rajouter quelque chose, professeur Canlor? Non, ça va, Très bien. j'ai peu de questions, j'imagine que c'était clair, j'espère. Oui, du coup, je vous remercie pour ces présentations de très grande qualité qui mettent en lumière, je vous le rappelle, à nos auditeurs, vos articles qui sont publiés sur l'EMC, accessibles depuis nos plateformes Clinique Equina pour les médecins libéraux et Clinique Equina pour les établissements hospitaliers. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et à nous suivre sur nos réseaux sociaux Elsevier Masson et Elsevier pour les professionnels de santé pour avoir toutes nos actualités et les prochaines sessions en direct. Un grand merci à vous aussi, professeur Canlor et professeur Azaïs pour votre présence et vos présentations. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre invitation et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.